Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du numérique pour tous. Et aujourd'hui un numérique pour tous spécial intelligence artificielle. En effet, l'intelligence artificielle déchaîne les passions et beaucoup s'inquiètent de son impact potentiel sur nos vies. Une inquiétude qui ne cesse de grandir depuis la mise en ligne de ChatGPT, cette application capable de créer des contenus pertinents et précis sur n'importe quel sujet. Alors comment l'intelligence artificielle va-t-elle améliorer nos vies? Quels sont néanmoins les risques à court terme sur l'emploi mais aussi la création artistique? Et enfin, l'intervention des gouvernements est-elle nécessaire pour réguler cette accélération de l'innovation? C'est ce que nous tenterons de comprendre avec nos invités. Le numérique pour tous spécial intelligence artificielle, c'est parti et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et aujourd'hui, un numérique pour tous spécial intelligence artificielle. Et avec nous pour en partager les enjeux, j'ai le plaisir d'accueillir Denis Malingro. Denis, bonjour. Vous êtes expert du numérique et depuis le lancement de ChatGPT, depuis novembre dernier, on le rappelle, vous vous intéressez à l'impact de cette technologie sur la société. Et comme dans le numérique pour tous, on aime bien commencer par une définition. Est-ce que vous pourriez nous rappeler ce qu'on l'on appelle l'intelligence artificielle ? Bonjour Vanessa. En effet, je pense qu'il est bien de garder à l'esprit ce qui est parfois sujet à confusion entre la technique et les usages pratiques. Très vite brossé, l'intelligence artificielle, fondamentalement, c'est une science ou une discipline scientifique qui vise à simuler les fonctions cognitives. La perception, le raisonnement, la mémoire, le langage. Et donc, sur base de tout un ensemble de techniques dont Monsieur Krim parlera parlera mieux que moi ici, vous allez pouvoir mettre en place une série d'applications pratiques. Voilà, très vite brosse. Concrètement, on dit qu'il y a 3 intelligences artificielles. Vous pourriez les définir ? On peut dire ça. On va parler d'intelligence artificielle faible ou étroite, ce que nous connaissons grosso modo aujourd'hui. Ça peut être un algorithme pour recommander une musique sur Spotify ou une série sur Netflix. Ça peut être de la reconnaissance vocale, faciale. Bref, ce sont des intelligences artificielles assez limitées et plutôt monotâches. Et puis les 2 autres formes qui sont du domaine de la théorie, ça n'existe pas à ce jour et nous ne savons pas si nous pourrons développer cela. C'est d'une part ce qu'on va appeler l'intelligence artificielle dite générale, avec une vocation plus transversale, une capacité d'apprentissage et donc d'amélioration en quelque sorte. Certains parlent de capacité à égaler l'intelligence humaine. Rappelons quand même que le mot intelligence est parfois sujet à débat, c'est pas toujours consensuel. Et puis, d'une certaine manière, la 3e forme, ce qu'on va appeler la super intelligence ou l'intelligence artificielle forte, dont la 2e pourrait être le marchepied d'ailleurs, ce serait une intelligence artificielle capable de nous surpasser en toute matière cognitive, je dirais. Et là, la 2e ou la 3e, pour lesquels nous n'avons pas de garantie, nous conduirait dans un monde qui est évidemment aussi excitant que porteur de grandes inconnues. Alors, on va faire la transition avec cette fameuse application ChatGPT dont on parle beaucoup maintenant depuis plus d'un mois sur les médias. J'ai envie d'abord, expliquez-nous par rapport à l'intelligence artificielle justement comment fonctionne ChatGPT de manière très simple et quelle a été la volonté de son créateur Sam Altman de nous dépasser ? Oui. ChatGPT reste une application d'intelligence artificielle dite étroite. Alors, elle a évidemment une capacité de prise en charge de ce qu'on va appeler des tâches. Il y a un grand débat aujourd'hui sur le domaine de l'emploi avec certaines études assez retentissantes qui sont sorties. Mais néanmoins, elle reste encore sur ce domaine de l'étroit, disons cela ainsi. Même si évidemment aujourd'hui Microsoft, peut-être avec quelques intérêts commerciaux, met en avant l'idée qu'il pourrait y avoir des étincelles d'intelligence artificielle générale. Mais fondamentalement, donc derrière ChatGPT, nous avons une entreprise américaine, OpenAI, dont Elon Musk d'ailleurs, le célèbre Elon Musk a été l'un des cofondateurs. Nous avons cette entreprise dont la mission assumée est de développer une intelligence artificielle générale qui bénéficie à l'humanité. Alors, en 2015, quand ils se sont lancés, on avait tendance un peu à les moquer, avec DeepMind, qui est l'autre grande entreprise. Aujourd'hui, on les prend davantage au sérieux. Alors, vous avez passé beaucoup de temps à dialoguer justement avec cette application en lui posant plein de questions. Est-ce que pour vous, c'est un outil d'aide à la décision ou alors c'est un outil qui aide la réflexion ? Comment vous le positionnez justement dans votre quotidien ? Je pense que sur ce point-là, il y a une nécessité de clarification qui est importante. Beaucoup de personnes vont... beaucoup. Il faudrait étudier la question. Des personnes pourraient utiliser l'outil dans une démarche qu'on pourrait qualifier de ChatGPT m'a dit.
Alors qu'en réalité, la force de l'outil n'est pas d'être une base de données de faits. Elle peut l'être, elle peut donner du vrai, mais elle peut aussi, avec la même autorité, tel un menteur pathologique cultivé, inventer du faux et disserter sur les œufs de vache. Alors, quelle question vous lui avez posée, juste pour qu'on soit très concret par rapport à Alors, nos ce qui est auditeurs? intéressant, c'est d'approcher comme un bac à sable. Donc, typiquement, vous prenez un sujet que vous maîtrisez plutôt bien et vous regardez dans quelle mesure il est capable, par exemple, de le vulgariser. À titre personnel, j'avais essayé avec le sujet Bitcoin, qui est un sujet compliqué. Qui n'est pas donné à tout le monde non plus. Voilà. Hein. Et je leur ai demandé de vulgariser ce sujet pour un enfant de 5 ans. Et je dois reconnaître que le résultat est tout à fait, on est en novembre, hein, avant la version 4, était déjà tout à fait fascinant. Mais on peut poser pas mal de questions. On peut dire qu'est-ce que je peux faire à manger ce soir. On peut lui demander où je peux partir en vacances avec 3 enfants et un chien. Et donc ChatGPT va vous répondre. Donc est-ce que c'est un compagnon de vie? Comment vous le qualifieriez? Oui. Alors là, c'est intéressant parce qu'on pourrait approcher ChatGPT comme... Si vous me demandez de vous donner une liste exhaustive du champ du possible, je vous répondrai que ça n'est pas possible, tant les capacités offertes par cet outil sont considérables. Ce qu'il faut bien comprendre, et il me semble que là, nous avons un sujet qui me paraît fondamental, c'est de comprendre que nous passons de ce qui était la bête curieuse, quand cet outil est arrivé, à ce que moi je qualifie aujourd'hui de saut quantique. Donc dans le domaine de la physique quantique, et les physiciens en parleront mieux que moi, mais il y a cette idée de saut, de changement abrupt, contrairement à un phénomène évolutif. Au sens figuré, c'est là où j'entends définir ChatGPT comme un saut quantique, c'est cette idée d'un changement important, soudain, dans l'organisation de la vie en société. Et donc je pense que ce saut quantique, si on cherche à le phraser, concernant ChatGPT, il consisterait à dire que nous passons aujourd'hui de la conduite en solo à la conduite avec copilote. Jusqu'à ce jour, nous avons utilisé des interfaces numériques d'une certaine manière en solo, tel un conducteur dans sa voiture. Aujourd'hui, pour celui qui le souhaite, nous pouvons faire monter à bord ce copilote qui est une intelligence de silicium, une intelligence partagée avec l'intelligence de carbone pour décupler notre capacité à faire et faire en sorte de mieux faire ce que nous faisons déjà aujourd'hui. Donc très concrètement, est-ce que ça va changer notre relation aux écrans? Hier, on demandait à Google de nous trouver la liste des 10 informations qui concernent une problématique qu'on a. Demain, en demandant à ChatGPT, il va vous dire non, demande plutôt comme ça, ou alors écris-moi telle lettre avec telle grammaire. Enfin, j'imagine, on peut aller assez loin dans la relation et dans l'interface, on va dire, par rapport à un écran. Je pense que l'exemple de Google est un bon exemple. Chacun d'entre nous connaît Google. Hein. Il y a cette idée de passage de l'unidirectionnel au bidirectionnel. Avant, on tapait quelques mots-clés sur Google, ce qui est encore le cas aujourd'hui, et on allait chercher un résultat. Aujourd'hui, on a cette idée entre ce que nous cherchons et ce que nous trouvons d'un dialogue. Il y a une sorte de bidirectionnalité, d'échange avec l'outil. Là aussi, j'insiste, c'est pas donne-moi, je reçois, c'est échangeons pour élever le niveau. Et donc, en effet, il y a désormais cette approche qui est, selon moi, radicalement nouvelle dans la façon dont nous interagissons avec ces fameuses interfaces numériques. Donc ça veut dire qu'elle pourra, et j'insiste sur les éléments concrets, rédiger une lettre de motivation à notre place, nous dire, on a déjà des choses comme le correcteur orthographique, mais demain, on va aller encore plus loin, mets-moi du style dans ma lettre, rends-la plus accrocheuse, enfin des choses très très personnelles qu'on pourrait demander à un compagnon vivant, c'est ça? Et là, je pense que c'est l'enjeu éducatif pour chacun d'entre nous, parce qu'on peut formuler une phrase simple, ou on peut développer ce qu'on va appeler un prompt, une commande, une requête, une instruction. Pas vraiment de consensus sur la définition aujourd'hui, qui peut être très élaborée. Vous pouvez par exemple lui demander d'ignorer toutes les lignes qui précèdent pour enlever sa structure de base, lui donner une fonction en lui disant « tu es linguiste, tu maîtrises la langue française, tu es érudit avec une grande expérience dans le monde, partagée dans le monde », et ensuite, une fois qu'on a profilé la personne, lui dire « voilà, voici un certain nombre d'éléments, tu vas me rédiger une lettre de motivation ». Dans un style particulier, avec un niveau de vocabulaire et d'exigence particulier. Et sur base du retour, on va repartir dans ce ping-pong intellectuel. J'insiste, hein, l'outil d'aide au raisonnement. Sam Altman a vraiment mis en avant cet élément. La force n'est pas la base de données de faits, bien que ça s'améliore, c'est l'outil d'aide au raisonnement. Typiquement, pour reprendre le cas de la lettre de motivation, on va être dans cette démarche-là. Mais alors, j'ai envie de vous demander, quand justement un outil d'aide au raisonnement, il a une orientation, presque une orientation politique si on extrapole. Donc ça veut dire que si on demande à ChatGPT un conseil ou une position, il va prendre parti. Est-ce qu'on est dans un type de culture où il y a un biais justement et ChatGPT a une orientation politique? C'est le fameux sujet des biais cognitifs. Alors, on a reproché à ChatGPT d'être woke, hein, et en réponse, nous avons Elon Musk qui propose son GPT la vérité. Bon, que ce soit à gauche, à droite, trop à gauche, trop à droite, le sujet est toujours le même, c'est une question de biais cognitif.
Le biais cognitif en tant que tel est un élément constitutif de notre identité, fruit d'un long processus. Il en existe des centaines aujourd'hui. Donc c'est une chimère de vouloir enlever les biais cognitifs de notre nature et des produits que nous créons qui découlent de cela. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'à mesure que nous cherchons à corriger ces biais cognitifs, nous puissions potentiellement demain créer des machines qui soient potentiellement moins biaisées que nous-mêmes. Là, je pense qu'il y a matière à percoler, en effet, sur cette idée. On va y réfléchir. J'ai envie de vous demander, donc il y a un moratoire qui a été signé par des acteurs majeurs du numérique pour mettre en pause, on va dire, cette avancée fulgurante, on va dire, de l'intelligence artificielle. Pour vous, il faut mettre en pause ou il faut continuer à avancer ? Grand débat. Alors, petite précision néanmoins, parce que je pense qu'il y a eu un amalgame. Cette lettre ouverte appelant à un moratoire, à une interruption de 6 mois, ne visait pas tout le domaine de la recherche, mais les grands acteurs travaillant sur des modèles supérieurs à GPT-4. Donc ça, c'est une première précision. Ensuite, sur le fond, j'aime le parallèle avec la pandémie de Covid-19. Vous vous souvenez, les alarmistes et les rassuristes. Les alarmistes du Covid, c'était « attention, nous avons un virus qui peut nuire à la vie humaine ». Les alarmistes de l'intelligence artificielle, c'est attention, nous avons un outil qui peut nuire à toute vie humaine. Ce qui est d'ailleurs une partie de la fameuse lettre ouverte. Et puis de l'autre côté, on va avoir des rassuristes qui vont dire, oh, vous savez, fondamentalement, vous débranchez la prise et on n'en parle plus. Donc, on est là à cheval entre deux positions. On a parmi les profils les plus sérieux de l'industrie aujourd'hui qui se positionnent dans les deux champs. Il me semble qu'il y a un point qui est consensuel à ce jour, c'est que nous devons traiter la question et nous devons la traiter maintenant. Denis Malagro, merci beaucoup. Restez avec nous. Dans quelques instants, nous tenterons de comprendre l'impact de l'intelligence artificielle sur la société tout entière et la nécessité ou non de réguler les avancées fulgurantes qu'elle connaît. Le numérique pour tous spécial intelligence artificielle, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et tout de suite, dans ce numérique pour tous spécial intelligence artificielle, j'ai le plaisir de recevoir Tariq Krim. Tariq, vous êtes un entrepreneur français du web. Vous êtes notamment le fondateur de Dead Vibes et de Jolly Cloud, le fondateur également de Polite, et vous êtes l'initiateur du mouvement Slow Web, à travers lequel vous prônez un numérique humaniste et responsable. Je n'ai rien oublié ? Non, absolument. Mais j'étais aussi au Conseil national du numérique, donc parce qu'on va parler de régulation. D'abord, bonjour Vanessa. Bonjour. Alors, première question, Tariq, j'aimerais vous demander dans quelle mesure ce qu'on appelle une intelligence artificielle générative, c'est-à-dire qui crée du texte, de la vidéo, de la musique, va changer notre rapport au monde ? Il y a quelques mois, je vous aurais dit, écoutez, on est en train de découvrir un nouveau monde, et maintenant, je suis en train de me dire qu'en fait, on est rentré dans une terre inconnue. Et pourtant, je m'intéresse aux effets spéciaux depuis les premiers impacts qu'avait eu. C'était avec Terminator 2, Abyss, où on avait du morphing, il y avait des technologies. On s'est dit, waouh, ça va tout changer. Et là, hier, j'ai vu une vidéo où en un clic, on peut changer la couleur d'un acteur, on peut changer le sexe d'un acteur, qui continue d'avoir les mêmes gestuels. Donc, on est dans une espèce de monde où la technologie nous ouvre un champ des possibles incroyables. En gros, on ne peut plus croire ce que l'on voit. C'est clair. Alors justement, on va en venir à la régulation, qui peut être peut-être le nerf de la guerre dans ce contexte. Sauf que la régulation va beaucoup moins vite que l'innovation. Est-ce qu'on est prêt à cette explosion fulgurante d'un outil d'intelligence artificielle aujourd'hui ? Est-ce que le cadre législatif le permet de l'absorber ? Je pense qu'on a plusieurs problèmes. Le premier, c'est que je crois que ces technologies sont arrivées vraiment par surprise. Il faut rappeler qu'initialement, il y a deux principales technologies d'intelligence artificielle dite générative, parce que quand on parle aujourd'hui d'IA, on parle surtout des intelligences génératives, donc ChatGPT, Midjourney, Bard, maintenant le nouveau système de Google. Et ces technologies ont été inventées chez Google en 2017, et pendant un certain nombre d'années, ils ont décidé de ne rien faire parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur en fait que ces IA peuvent raconter n'importe quoi. Or, Google, tout son marketing est basé sur le fait que vous aurez la bonne réponse, donc ils ne pouvaient pas se permettre. Et OpenAI, d'une certaine manière, a décidé de... Donc OpenAI, je le rappelle, le créateur de voilà, le ChatGPT. créateur avec ChatGPT a décidé, vous savez quoi, finalement, on va quand même donner ce produit. Et les gens se sont appropriés à une vitesse incroyable. Parce que ce que je trouve fascinant, là, j'ai par exemple une amie designer qui me disait, maintenant, je fais tout avec ces technologies. Enfin, Midjourney, qui est un peu l'équivalent de ChatGPT, mais quand on tape un texte, on a une image en retour.
Elle utilise aussi ChatGPT pour travailler avec comme conseiller juridique. Et donc en fait, ce que je trouve fascinant, c'est qu'en quelques mois, toute la population, le grand public, s'est approprié ces technologies. Et donc évidemment, quand on parle de régulation, on doit se poser évidemment la question de savoir qu'est-ce qu'on fait. Certaines images aujourd'hui, on peut tout générer, y compris des choses qui sont interdites par la loi. Je pense notamment avec des images de jeunes enfants, des choses comme ça. Il y a des vrais sujets aujourd'hui qui sont sur la table. Et le problème de l'Europe, c'est qu'elle a cette vocation à vouloir réguler. Mais très souvent, la manière dont elle régule, c'est assez lourd. C'est-à-dire que ça ne marche que pour les très grandes entreprises. Et donc le risque que l'on a aujourd'hui, qui était un peu le risque qu'on avait eu avec les régulations précédentes, c'est que d'une certaine manière, des sociétés énormes comme Google ou OpenAI, donc le créateur de ChatGPT, vont pouvoir s'adapter à cette régulation. Mais les petites entreprises en Europe, parce qu'il faudra bien des compétiteurs à ces sociétés, elles vont se retrouver dans un enfer bureaucratique, normatif. Et il faut pas oublier qu'on a commencé le fameux AI Act, donc c'est la régulation européenne, avant ChatGPT. Au milieu de ça, ils ont dit, c'est complètement planté, ils sont en train de tout refaire. Donc il y a, à mon avis, il faut plutôt attendre un petit peu, de voir où on est et de définir la manière dont on va s'attaquer à ce problème, parce que même les spécialistes dont on fait partie, aujourd'hui ne savent pas où on va. Mais très concrètement, quand on se dit, voilà, je peux écrire une chanson à la manière de Gainsbourg, par exemple, ou autre, les droits, aujourd'hui, il n'y a pas de régulation pour dire à qui appartient cette propriété intellectuelle. On en est là, c'est ça? Oui, il y a un vrai sujet, c'est que ça va plus loin que ça. C'est que désormais, non seulement on peut écrire une chanson à la manière d'eux, mais la chanter avec la voix de l'acteur. On peut se dire, dans 5 ans, il y aura 10 000 chansons de Ray Charles qui n'existaient pas, qui ont été produites. J'ai rencontré quelqu'un d'ailleurs dont le métier aujourd'hui, c'est d'acquérir les modèles d'acteurs ou de chanteurs pour pouvoir les réinterpréter avec l'intelligence artificielle. Il y a une vraie question aussi sur ChatGPT et sur ces outils. Sur quelle base de données se sont-ils appuyés? Ont-ils utilisé des données qui étaient protégées par le droit d'auteur? Quelle sera la rémunération des auteurs? Vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment, à Hollywood, les scénaristes sont en bataille avec les grands studios, parce que désormais, on leur dit que c'est peut-être les IA qui vont écrire le premier, Tout à fait. le premier draft. C'est-à-dire qu'en fait, il faut comprendre que quand on réécrit un scénario, on est moins payé que quand on l'a écrit de manière originale. Et donc, on se demande si on va pas demander à l'IA d'écrire le premier scénario, ensuite donc de payer moins. Donc là, il y a un vide. Quand je vous écoute, il y a un vide juridique et c'est un vrai sujet il y a un vide, à une adresser. panique, mais aussi des gens qui se disent il y a des opportunités incroyables. Bien sûr. Alors, tout à l'heure, Denis évoquait la notion de copilote. ChatGPT est un copilote de votre vie, un compagnon. Vous, comment vous le percevez, vous qui l'avez aussi utilisé et qui le regardez avec un peu de distance? Moi, je trouve que c'est un outil qui a c'est évidemment fascinant. Ça peut produire n'importe quoi. Hein. Ça peut produire du design, ça peut produire du graphique, ça peut produire du code. Donc en fait, on a un outil pour le langage au sens général est très simple à manipuler. Maintenant, il faut comprendre qu'il y a deux visions. En tout cas, moi, j'ai toujours été dans une. C'est parce que l'IA, c'est un peu comme le cloud. Vous savez, c'est l'endroit où on stocke ses données. Est-ce qu'on stocke ces données ou est-ce qu'on va travailler avec une IA qui est gérée par OpenAI, par Google, et donc on loue sa capacité c'est-à-dire même sa capacité cognitive, c'est-à-dire sa capacité à écrire, à réfléchir à quelqu'un d'autre, ou est-ce que demain, on aura chacun d'entre nous une IA personnelle qui est la nôtre, qui a accès à notre contenu, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous aidera au quotidien à réfléchir à des tâches. Et moi, je penche plutôt vers cette vision. Mais le problème, c'est que c'est le débat qu'on a eu pendant des années entre vendre sur abonnement, donc le cloud, c'est le modèle de Google et d'Apple. On vous vend un abonnement pour stocker vos données tous les mois, et donc on a un revenu, plutôt que de libérer l'utilisateur en lui donnant ses outils. Et là, on a ce qu'on appelle l'open source, donc des technologies ouvertes que les gens peuvent télécharger. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, elles sont tellement puissantes qu'il faut des très grosses machines. Mais dans 2, 3, 4 ans, qui sait, nos téléphones seront capables de les faire fonctionner. Et donc, à partir de là, on sera dans un monde où chacun d'entre nous aura son assistant, copilote, psychiatre personnel. On appelait ça les agents autonomes, c'est-à-dire qui va négocier le meilleur billet de train, enfin, faire toutes ces tâches de la vie. Mais concrètement, si on extrapole et sans être dans la science-fiction, est-ce qu'on peut dire que demain, ChatGPT peut gouverner et être une instance qui soutient les gouvernements dans leurs décisions? Alors ça, c'est une question qu'on se pose depuis très longtemps, c'est de savoir finalement, il y avait eu une expérience qui avait été faite à Hong Kong de donner à une intelligence artificielle, alors beaucoup moins évoluée,
la capacité de gérer certaines choses. Parce qu'on se dit qu'une intelligence artificielle, elle est pas corruptible, elle travaille 24 heures sur 24, elle peut imaginer l'intérêt de tout un ensemble de personnes. Moi, je pense qu'on n'est pas prêt. Je pense que les politiques, eux, ne veulent surtout pas laisser leur place. Mais ce qui est certain, c'est que de plus en plus, on va faire appel à ce genre de choses pour des spécialités. Et c'est vrai que quand on parle des consultants, des experts, moi, je serais très inquiet pour eux parce que désormais, les gens préfèrent utiliser des outils comme ChatGPT que d'appeler quelqu'un, d'avoir à lui parler. Il y a une forme d'instantanéité dans l'information qui est incroyable, quelque chose d'absolument nouveau et qu'on découvre chacun tous les jours. Mais Tariq, alors vous intervenez beaucoup sur les questions politiques qui sont liées aux grandes plateformes que sont les GAFA. On a le sentiment qu'aujourd'hui, il y a un peu une guerre froide qui est en train de se dessiner avec ces intelligences entre la Chine qui a beaucoup de moyens, les États-Unis aussi, l'Europe entre les deux qui régule. Est-ce qu'il y a un nouveau pouvoir qui est en train de se redéfinir avec des intelligences avec des nouvelles géographies? Évidemment, puisque d'une certaine manière, l'intelligence artificielle, c'est une technologie de guerre, c'est une technologie de désinformation. J'en ai juste un exemple. La campagne de 2016, si vous vous rappelez, il y avait la fameuse cassette Access Hollywood où on entendait Donald Trump dire tout ce qu'il pensait des femmes. Aujourd'hui, avec la technologie actuelle, il suffit d'enregistrer 10 ou 15 secondes de la voix de Donald Trump et il aurait pu dire que cette technologie est un faux. Donc déjà, pour les questions d'ingérence dans les élections, ça va être un sujet énorme, mais également, désormais, tous les avions, tous les drones sont contrôlés par les intelligences artificielles. Le président Biden le sait. Et donc, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il empêche la Chine non seulement d'avoir accès aux brevets, aux technologies, mais d'avoir accès aux puces de nouvelle génération. Et donc, il y a en ce moment, un énorme montage qui est fait avec le Japon, avec la Hollande qui a les machines pour fabriquer les puces, avec la Corée pour empêcher la Chine d'avoir accès à ces technologies. Et en même temps, on se rend bien compte que désormais, qui possédera ces technologies et les contrôles aura un pouvoir à la fois sur l'information, mais également sur l'armement, sur l'accès à beaucoup de choses. Donc c'est vrai que on est dans une situation où chacun de nous, et l'Europe entre les deux, qui sait pas trop ce qu'elle doit faire. Est-ce qu'elle développe ses propres technologies ou est-ce qu'elle reste sous le contrôle des États-Unis? C'est une vraie question parce que tous les pays d'Europe ne sont pas d'accord là-dessus. La France a plutôt envie de se lancer. On a d'ailleurs d'excellents ingénieurs avec des projets. On verra, mais ce qui est certain, c'est que les 10 prochaines années, ce sujet sera un sujet central. Tariq, pour conclure en une poignée de secondes, pour vous, quelles vont être les conséquences potentielles et l'impact sur les populations et notamment sur l'emploi dans les 4-5 prochaines années, peut-être moins? C'est très difficile à dire parce qu'on a tendance à dire immédiatement que tous les emplois vont être remplacés, mais ce qui est certain, c'est qu'on oublie que les gens et la capacité des humains à s'adapter aux outils est très forte. Et il est très possible que les gens à qui on disait vous allez perdre votre emploi, en fait, s'ils savent utiliser ces technologies, vont réussir à les avoir. En fait, c'est pas l'IA qui va remplacer votre boulot, c'est quelqu'un qui sait mieux utiliser l'IA qui va remplacer votre boulot. Tariq, Denis disait tout à l'heure, oui, on fait une pause avec cette accélération de l'innovation. Pour vous, on fait une pause ou on continue? Je pense que de toute façon, ça continue pour plein de raisons, mais c'est vrai que pour nous, des fois, j'aurais envie de faire une pause parce que le niveau d'innovation quotidien est tellement vertigineux que ça, même pour quelqu'un comme moi qui est normalement l'habitude de ça, j'ai un peu de mal, je suis essoufflé. Merci beaucoup Denis et Tariq pour vos éclairages et puis nous avoir plongé quelques minutes dans un univers qui sera à découvrir dans quelques années. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve toute la semaine en podcast et sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.